Le 12-14 Info Sud Radio. Sophie Cholec. Cyril Brioulet. Et bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans ce 12-14 Info Sud Radio pour tout comprendre et apprendre de l'actualité. Au menu de cette deuxième heure, le face-à-face des éditorialistes, ce sera à partir de 13h20. Et nous serons en compagnie ce lundi de Jean-Luc Benamias, qui est président du Front démocrate, et de Pierre Dumazeau, journaliste à Valeurs Actuelles. Et ensemble, nous reviendrons bien sûr sur l'actualité de ce lundi, actualité chargée à la veille du vote de confiance de la majorité au gouvernement, avec notamment les propositions choc du MEDEF pour relancer l'emploi, déroger au SMIC et aux 35 heures, travailler le soir et le dimanche ou encore supprimer 2 jours fériés sur 11. Irréaliste et provoquant, fustigent déjà les syndicats. Autre dossier brûlant à la une cette semaine, celui de la réforme des professions réglementées. 37 professions qui sont dans le viseur de Bercy. Des professions privilégiées dont les tarifs mettent à mal, disait à l'époque l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg, mettent à mal le pouvoir d'achat des Français. Aujourd'hui, le gouvernement valse de tempère et parle d'une réforme moins contraignante. Et enfin, la conférence internationale sur l'Irak, elle se tient en ce moment même à Paris autour de François Hollande. Mais beaucoup de voix s'élèvent pour dire que l'armée française n'a plus les moyens d'aller faire la guerre. On en parlera donc dans la deuxième heure de ce 12-14 Info. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Le 12-14 Info Sud Radio. Sophie Cholec. Cyril Brioulet. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est le 12-14 Info Sud Radio. Vos réactions sont les bienvenues, vous le savez tous les jours. 0826 300 300 par téléphone, 15 centimes d'euros par minute. Également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis, allez faire un petit tour sur le sudradio.fr. Le site a complètement changé depuis ce matin. www.sudradio.fr. Place tout de suite à l'interview politique. Ce matin, Christophe Bordet recevait Bernard Debré, député UMP de Paris. Bernard Debré, bonjour. Bonjour Christophe Bordet. On va parler dans un instant de cette semaine politique extrêmement chargée, mais avant, l'actualité marquée ce matin par les propositions choc du MEDEF, suppression de 2 jours fériés sur 11. Ça permettrait de créer 100 000 emplois sur 5 ans, affirme le patronat. À première vue, Bernard Debré, vous applaudissez ? Oh, il n'y a pas que la suppression de jours fériés. Non, mais déjà là-dessus, est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée et c'est évident qu'il y a, et vous le savez bien, tout le monde le sait, un certain nombre de jours fériés qui n'ont plus raison d'être. Exemple, selon vous ? Le 15 août ? Oui, mais le 15 août, il n'y a déjà pas grand monde qui travaille entre nous. Ça ne changera pas grand-chose. C'est justement. Mais vous avez le 8 mai, le 11 novembre, est-ce qu'il ne faut pas, comme l'avait d'ailleurs suggéré à un moment donné, avec beaucoup de difficultés Giscard d'Estaing, est-ce qu'il ne faut pas mettre une journée de commémoration pour les morts des différentes guerres ? Je crois que ça serait pas mal. Il y a Raffarin qui avait envisagé aussi pour un jour férié de travailler pour les personnes âgées. Donc il faudrait très clairement, très sereinement, je dirais, supprimer ces 2 jours fériés. Encore une fois, c'est aux uns et aux autres de le décider. Bernard Debré, autre proposition de Pierre Gattaz, autoriser les commerces à ouvrir le soir et le dimanche. Là encore, le MEDEF affirme que cela permettrait la création de 100 000 à 300 000 emplois. Il est temps de libéraliser un maximum le commerce et le tourisme, Bernard Debré. Bon, évidemment, pour quiconque sort un peu de France, et vous savez que je travaille un peu dans différents pays du monde, comme chirurgien volontaire et humanitaire, on voit... Alors la Chine, puisque c'est de la Chine dont on parle, au niveau social, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire quand même. Mais je n'ai pas parlé que de la Chine. Ah bon. L'Angleterre, pour certains, l'Allemagne même, les États-Unis, vous avez évidemment des ouvertures le dimanche. Écoutez, nous sommes un pays touristique. Nous accueillons des dizaines de millions de touristes. Ils arrivent et vous avez 11 ou 12 jours fériés, donc ils sont là, tout est fermé. Ils viennent le dimanche, tout est fermé. C'est vrai que ça ferait marcher beaucoup mieux le commerce et ça donnerait une image de notre pays qui serait différente de celle qu'on a aujourd'hui où on dit, écoutez, voilà, ils travaillent moins bien, etc. Il faut qu'on se remette à travailler. Bernard Debré, les propositions un peu provoques du patronat ce matin sont entre les mains du gouvernement. Le MEDEF propose, le gouvernement dispose. Entre nous, Bernard Debré, tout ça va être étouffé dans l'œuf, non ?
Bien entendu. Le gouvernement a une difficulté majeure. C'est que vous avez eu un discours de M. Valls, et je ne rappellerai pas ce qu'il a dit aux primaires socialistes, que le socialisme devait être enterré, que les 35 heures, etc. Vous avez un nouveau ministre, Emmanuel Macron, qui dit à peu près la même chose, et puis tout d'un coup, vous avez une révolte. Mais vous avez aussi un Premier ministre qui crie « Vive les entreprises !» Oui, ça n'engage à rien de sa part. Il a crié « Vive les entreprises », puis le lendemain « Vive les socialistes », et puis après il va dire « Vive les écolos ». Vous avez remarqué que M. Valls aime beaucoup crier « Vive je ne sais pas quoi » et « Vive tout ». Par contre, les actes ne suivent pas. On le voit très bien, les actes ne suivent pas. Regardez tout simplement, quand il avait dit à un moment donné qu'on pourrait éventuellement aménager les 35 heures, 2 jours après c'était fini, on ne touchera pas aux 35 heures. Après on avait dit pour la loi Allure qu'on n'allait pas bloquer les loyers des appartements. Il avait dit ça, peut-être sauf à Paris, dit-il. Maintenant vous avez Lille, Grenoble, tout le monde dit monsieur on va bloquer, et il dit oui. Donc ce que dit monsieur Valls, il le dit mais il ne fait rien. Bernard Debré, est-ce que vous roulez au diesel ? Ah non. Bon. Je ne roule pas Tant au mieux diesel. pour vous, parce que projet d'augmentation de taxes sur le diesel de 2 centimes par litre, objectif compenser l'écotaxe. C'est une mesure juste, Bernard Debré, justifiée, où le gouvernement cherche de l'argent coûte que coûte, et une fois de plus, les Français vont payer. Évidemment, ils cherchent de l'argent coûte que coûte, et on n'est pas arrivé à la fin. Alors, une mesure juste, donc je ne crois pas, parce que vous comprenez, l'écotaxe, il y avait une visée, une vision qui était de dire, les routes sont abîmées par les camions de plus de 3,5 tonnes, ou même quelquefois plus, il est peut-être normal que l'on qu'on mette une taxe. Entre nous, c'est aussi assez paradoxal, parce que finalement, les Français et les Françaises payent des impôts et des impôts locaux. Ces impôts locaux servent aussi à entretenir les routes. Alors vous comprenez que si on paye en plus pour entretenir les routes, par l'écotaxe, je trouve ça bizarre. Alors cela étant dit quand même, Bernard Debré, on peut remercier les bonnets rouges, parce que ce sont eux qui, en Bretagne, se sont mobilisés pour qu'il n'y ait pas cette écotaxe, et maintenant tout le monde va payer. Oui, c'est ça, exactement. Tout le monde va payer. Donc ça devient complètement stupide, parce qu'on va payer, alors avec 2 raisons. La première, compenser l'écotaxe, et la deuxième, au point de vue écologique, on va essayer de dire le diesel, c'est pas bon, après avoir pendant 10 ou 15 ans dit que le diesel c'était le meilleur et que toutes les voitures françaises quasiment sont au diesel. Tout ça c'est aberrant, ça part dans tous les sens, on ne comprend rien. Si on comprend une chose, les impôts augmentent, les taxes augmentent, et les déficits se creusent. C'est quand même, j'aimerais qu'on m'explique, je suis pas un très très grand économiste, où va notre argent, puisqu'on nous en prend de plus en plus, mais que malgré tout, les déficits augmentent de plus en plus. C'est quand même particulier. Je comprends la mauvaise humeur des Français qui disent, mais à quoi ça sert? Si on nous disait, écoutez, on va faire un effort important, on nous prend des impôts de façon temporaire, conjoncturelle, parce qu'il faut passer un cap, regardez, on va diminuer les déficits. Mais là, on nous prend des impôts, et pas rien. On nous prend les impôts, et qu'est-ce qu'on voit? Tous les déficits augmentent. Il y a quelque chose qui va pas. Bernard Debré, nouvelle loi pour mieux lutter contre le djihadisme à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le dispositif prévoit notamment la confiscation du passeport et de la carte d'identité pour ceux qui iraient faire le djihad. Vous allez voter pour ce texte ? Écoutez, je pense que je voterai pour ce texte qui ne sert à rien. Pourquoi il ne sert à rien ? Pour 2 raisons. Parce que quelqu'un qui part en Turquie va pas annoncer Urbi et Torbi qui part faire le djihad. Deuxièmement, il va y avoir certainement, malheureusement, des recours au niveau de l'Europe, et on va vous dire, mais vous pouvez pas enlever un passeport à quelqu'un qui veut simplement aller en Turquie. Et le problème non seulement du djihad, mais surtout du califat, parce que le djihad est dépassé par le califat en horreur, c'est qu'il faut aller écraser le serpent sur place. Et là, il y a une hypocrisie majeure. Tout le monde dit il faut. François Hollande va faire une conférence aujourd'hui. On va en parler, oui. Oui, qui sert à masquer le fait qu'on n'ait plus un sou pour l'armée. Donc nous allons faire cette conférence. Les autres pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, etc., il faut y aller. Ah mais bien entendu, on n'envoie personne sur place. On va envoyer des bombes, c'est déjà ça, mais personne n'ira sur place. Alors qu'il faut essayer de supprimer, écraser dans l'œuf tout ce qui peut exister au niveau du califat. N'oubliez pas que ce califat, c'est l'Irak et la Syrie, mais que maintenant le Nord-Liban aussi.
Liban, l'Algérie et le Nigeria. Boko Haram est allé s'inscrire, si je puis dire, au califat islamique. Les Algériens qui faisaient le djihad ont annoncé hier qu'ils maintenant se mettaient à la disposition de M. Baghdadi, qui est cette horrible personne qui tue et qui égorge. Mais vous dites, on envoie des bombes, ou on va envoyer des bombes, mais on n'envoie personne. Il faudrait des troupes au sol. Bon, enfin, écoutez, je n'ai jamais vu, à moins que ce soit la guerre la plus moderne, je n'ai jamais vu que pour combattre une armée qui est en train de s'organiser, qui a énormément d'argent, énormément de matériel, d'ailleurs tout le matériel américain qu'on avait envoyé en Irak, énormément de matériel, qu'on puisse simplement les détruire avec des frappes. On détruit des jeeps, des pick-up, on détruit des chars, et vous savez très bien que si on continue comme ça, on va avoir des difficultés majeures parce que la troupe du califat va être dans les villes, au sein de la population civile. C'est déjà le cas, hein. Eh ben oui, donc à Mossoul, c'est déjà le cas, par exemple. On va avoir des bavures épouvantables, c'est-à-dire qu'on va envoyer des bombes sur des écoles, sur des villes, sur des maisons, et on va tuer beaucoup de gens autour qui n'ont rien à voir. Mais Bernard Debré, votre discours est un peu contradictoire. Vous voulez une intervention et en même temps, on a l'impression que, bof... Pas dans l'état actuel des choses, en tout cas. Ou pas comme ça. Si. Non, je dis, je veux une intervention. Le minimum, c'est d'envoyer effectivement des bombes, mais je dis, ça ne suffira pas. Je suis absolument atterré de voir les Occidentaux et même les pays arabes qui sont dits modérés, si tant est qu'ils existent, dire, oh non, mais on ne verra pas de troupes au sol. Ça veut dire simplement qu'on n'arrivera pas à réduire cet État islamique. Bernard Debré, ce week-end, j'étais en province et les réflexions des Français que j'ai rencontrés, vous savez, ceux qui votent et dont les politiques ou un certain nombre de politiques n'ont finalement que faire, ne respectent pas leur vote la plupart du temps, eh bien les réflexions c'était, on n'a plus d'argent, c'est bizarre, mais on en a pour aller faire la guerre en Irak. Mais vous comprenez ces réflexions ? Je le comprends, mais on n'en a pas. C'est pour ça qu'il y a une conférence internationale avec tout le monde pour faire un peu de gesticulation. On n'a plus d'argent. Il y a le Mali où la guerre continue, ne l'oubliez pas. On avait dit que c'était fini au bout de 24 heures, mais on est toujours là. Alors certes, les troupes ont été redéployées. Il y a la Centrafrique où on est complètement enlisé parce que ça n'a rien apporté comme solution. Mais on n'a plus d'argent. Et j'ai entendu un général de l'armée de terre nous dire « Nous n'avons plus d'argent ». On ne peut plus, alors on va envoyer peut-être 1 ou 2 avions pour faire bien, mais surtout on va parler. Ça, le règne de la parole, Hollande et Valls, ça va être bien. On va parler, on va réunir, Monsieur Hollande va parler de la guerre, de l'aide française, l'aide humanitaire d'ailleurs, ce qui est très bien d'ailleurs, bien entendu. On va envoyer quelques fusils, quelques mitrailleuses, c'est tout, mais on n'a pas d'argent, on a supprimé, on a coupé dans le budget de l'armée au moment où le monde n'a jamais été aussi dangereux. Bernard Debré, 2 questions encore. Tout d'abord, est-ce que vous allez voter la confiance au gouvernement demain à l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. On peut voter la confiance à un gouvernement comme ça ? On peut voter la confiance quand tous les indicateurs sont au rouge, quand il n'y a plus de croissance, quand les impôts augmentent, quand le chômage augmente, quand on sait pertinemment que c'est une mauvaise politique. D'ailleurs, ça serait quand même paradoxal parce qu'on voit même parmi les socialistes un certain nombre qui vont s'abstenir. Oui, enfin s'abstenir, ça coûte rien. Sauf s'il y a trop d'abstention, il n'y aura plus beaucoup de votes pour. Et puisque ce sont les votes exprimés qui sont comptabilisés, vous avez les frondeurs, s'ils sont 30 ou 40, si les écolos, mais encore une fois, vous savez, les écolos voteront, ils feront tout pour que le gouvernement ne tombe pas. Évidemment, ils sont tellement à la recherche d'un poste ministériel. Regardez ce qui a été dramatique, comme Madame Duflot a dit, on n'y va pas. Il y en a eu quelques-uns qui ont dit, mais non, on va se faire un harakiri. Et nous. Bernard Debré, encore une question parce que le temps passe vite. Nicolas Sarkozy revient. Normalement, c'est pour la fin de la semaine. Est-ce que vous apportez votre soutien ou pas à Nicolas Sarkozy ? Non.
Pourquoi ? Je l'ai déjà dit, parce que je crois que c'est une grave erreur que de vouloir prendre la présidence de l'UMP. Qu'il aille se présenter aux primaires de l'UMP, oui, c'était tout à fait logique, mais un président de la République, un ancien président de la République, prendre la tête de l'UMP, avec tout ce que ça comporte, n'oubliez pas qu'il y a 75 millions de déficit, qu'il va y avoir des procès à non plus finir. Qu'est-ce que je trouve que c'est un mélange des genres qui n'est pas bon. Merci. Je l'ai dit, je le répète. Merci Bernard Debré d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Sophie Cholek, Cyril Briolet, le 12-14 Info. Sud Radio. 13h21 sur Sud Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le 12-14 Info. C'est l'heure du face-à-face des éditorialistes. Ce lundi, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Luc Benamias. Et Pierre Dumazeau est également avec nous. Pierre Dumazeau, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors messieurs, vous venez d'entendre Bernard Debré, notamment sur les propositions choc du MEDEF. On va commencer avec ça, puisque c'est l'actu chaude de ce lundi. Bernard Debré qui dit « Il est évident que tout le monde sait que certains jours fériés n'ont plus de raison d'être, notamment comme le 8 mai, et qu'il faudrait, selon lui, une seule journée de commémoration. » Est-ce qu'il y a trop de jours fériés en France, selon vous, messieurs ? Jean-Luc Benamias, allez, je commence avec vous. Sans doute. Mais enfin, je pense que c'est pas le sujet vraiment le plus important. Ce que j'ai entendu dans les propositions du MEDEF, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que en pense Madame Laurence Parisot, notamment sur cette espèce de phénomène récurrent où on rappelle toujours qu'il faudrait un SMIG différencié selon les âges, selon les professions. Je crois que le MEDEF, tel qu'il est dirigé aujourd'hui, n'aide pas vraiment les politiques, notamment gouvernementales, d'aide aux entreprises. J'ai aussi entendu Bernard Debré dire que Monsieur Valls criait trop souvent vive ceci, vive cela. Moi, je trouve que le discours qu'il a fait devant le MEDEF était un discours d'une grande rectitude, d'une grande importance, parce que enfin, on commençait à comprendre dans ce pays que les emplois se créaient avec les entreprises, notamment avec, non pas forcément les grandes, mais avec les TPE et les PME. C'était ça le plus important. Voilà. Donc pour le reste, je pense que ce que j'ai lu aussi, on fait beaucoup de chou gras sur ces propositions du MEDEF qui ne sont, semble-t-il, que des propositions de travail qui seront de la semaine prochaine revisitées par le MEDEF lui-même. Donc allez, soyons un peu prudents par rapport à cela. C'est cette idée de payer sous le SMIC, on en avait parlé l'été dernier avec le SMIC jeune, elle revient sur le tapis avec un salaire transitoire sous le SMIC. On va pas finir par y arriver un jour ? Pierre Dumazeau, je vous entends rire. Je crois pas, moi, mais allez-y. Non, c'est vrai que parmi les propositions du MEDEF, il y en a certaines qui sont faites pour faire parler. La suppression des 2 jours fériés, je pense pas que ce soit ni une priorité, ni vraiment très efficace. Cependant, il y a 3 choses sur lesquelles j'aimerais revenir. L'ouverture du commerce le soir et le dimanche, l'assouplissement des 35 heures et la baisse des cotisations patronales. Je crois que c'est ces 3 propositions. Il faut qu'on se remette au travail, a d'ailleurs dit tout à l'heure Bernard Debré, c'est ça ? Oui, mais il faut encourager, se remettre au travail. Il faut surtout encourager la création d'entreprises et les TPE, les PME, c'est eux qui font véritablement marcher l'économie. Et avec ces 3 propositions, alors c'est vrai qu'aujourd'hui le MEDEF a fait un petit peu marche arrière en déclarant que c'était finalement des sujets, des objets d'étude pour apporter quelque chose au débat. Mais c'est vrai que l'ouverture du commerce le dimanche, l'assouplissement des 35 heures et la baisse des cotisations patronales, c'est vraiment les 3 points essentiels si on veut redonner de l'emploi et favoriser la création d'entreprises. Je crois que c'est sur ces 3 points que c'est vraiment important. Le reste, je pense que c'est un petit peu anecdotique. Oui, parce que ce que dit le MEDEF, c'est que jusqu'à présent, on a essayé ce qui ne marche nulle part et qu'on a oublié ce qui a fonctionné partout. Donc ces propositions, c'est quand même un peu celles qu'il aimerait bien voir mettre en place. Elles ont au moins le mérite d'exister. Sur ces 3 mesures, si vous les prenez une par une, des éléments déjà de discussion et même de résolution avec l'ensemble des syndicats ont déjà été prises par rapport aux 35 heures, par rapport à l'ouverture le dimanche. Donc à ce niveau-là, moi je veux bien qu'on appuie encore un peu plus, mais je crois sérieusement que c'est déjà dans l'air et c'est déjà accepté par une grande partie de la société. Ah mais ça fait longtemps que c'est accepté par une grande partie de la société. Ça fait longtemps que tout le monde voulait ça. Des magasins ouverts le dimanche, il y en a un certain nombre en France et heureusement dans les zones touristique. Oui, enfin ça reste quand même un petit peu anecdotique. On a bien vu confère l'année dernière le combat sur les Champs-Élysées de l'ancienne Marionneau par exemple. Oui, c'est très compliqué d'ouvrir le dimanche. Ouais. Aller au-delà de Paris, confère le combat sur plan de campagne à Marseille. Aller au-delà de Marseille. Oui, il y a plus de, c'était déjà un énorme par rapport à tout ce qui était tertiaire et tout ça. Moi, je crois qu'il faut savoir raison garder par rapport à tout cela. On n'est pas obligé d'ouvrir tout le temps les magasins.
on peut effectivement faire œuvre utile par rapport à la création d'emplois et non pas par rapport au potentiel de chiffre d'affaires, car les potentiels de chiffre d'affaires de nos concitoyens ne sont pas extensibles. Donc à ce niveau-là, s'ils vont acheter le dimanche, c'est ce qu'ils n'achèteront pas le lundi. Mais je veux bien qu'on fasse des efforts. Non, mais je veux bien qu'on fasse des efforts par rapport à tout ce qui est zone où arrivent des millions de touristes, et c'est tant mieux, et que ça continue dans notre pays. C'est extrêmement utile par rapport à l'emploi et par rapport à toutes les nécessités d'aménagement du territoire. Très bien. Qu'on améliore. Je veux bien qu'on améliore même avec l'ensemble des formations syndicales. Le fait de se dire quand il y a des entreprises en difficulté, comment on fait par rapport à la réduction de temps de travail ou par rapport au temps de travail en général. Parce que parfois, il faut travailler 32 heures. Parfois, c'est ce qui se repasse. Ça vous a pas échappé. C'est ce qui se repasse aujourd'hui en Allemagne. On rediscute en Allemagne du temps de travail. Pas forcément en hausse, mais en temps de travail annualisé qui permet à des entreprises de se dire, tiens, on travaille, 48 heures une semaine, la semaine d'après, ou le mois d'après, on va travailler 32 heures ou 30 heures. Oui, mais Jean-Luc Benamias, ouvrir le soir ou le dimanche, le MEDEF dit que ça va permettre d'engendrer à terme entre 50 et 200 000 emplois nouveaux. Sauf ce qu'on n'arrête pas d'entendre de la part des patrons, c'est qu'ils disent on ne peut pas embaucher parce que ça coûte trop cher. Donc je ne vois pas où ouvrir le soir et le dimanche va permettre de créer des emplois. Il ne vous a pas échappé que dans les propositions gouvernementales, je ne suis pas là pour représenter le gouvernement, je n'y suis pas, même si je le soutiens, et que le Front démocrate soutient le gouvernement et même le président de la République, rendez-vous compte, dans la période, c'est énorme. Clairement, il m'a semblé que dans les propositions gouvernementales, l'idée des charges sociales en baisse est une idée qui a été maintenant décidée. Reste à passer au stade de la réalisation dans l'année 2014. Oui, voilà, ça c'est une autre histoire. Et oui, parce que c'est justement ce que disait Bernard Debré tout à l'heure dans l'interview politique. Il dit la principale difficulté du gouvernement actuel, c'est que les actes ne suivent pas les discours. C'est allé un peu vite en besogne quand on voit ce que fait l'Assemblée nationale, même si c'est avec difficulté, je ne le cache pas, c'est évident, mais c'est allé un peu vite en besogne. Clairement, quelle est la situation qui a été laissée au pays? Allez, je vais prendre les 15 dernières années. Quelle est la situation de dette publique? Je vais prendre les 15 dernières années. J'élargis. Oui, j'élargis. Bien sûr, l'ensemble des gouvernements ont augmenté la dette publique. On se retrouve dans une situation, je n'apprends rien à personne, où ça n'est pas que la France qui est en difficulté au niveau européen, c'est l'ensemble des pays européens, Allemagne comprise, qui est en difficulté par rapport à cette nécessité réelle de potentiel de croissance. Et dans ce cadre-là, clairement, les difficultés sont là. Et effectivement, j'entendais Bernard Debré dire on augmente les impôts, c'est vrai. Et c'est une grande discussion qu'on a à avoir par rapport je lisais ça dans le journal tout à l'heure, par rapport à des gens qui tout d'un coup payent des impôts et qui se retrouvent en grande difficulté. Mais je crois que le gouvernement y a pensé aussi. En tout cas, dans les discours, après dans la réalisation, on verra. Mais je crois que, sérieusement, l'idée... Alors moi, il y a une des choses qui m'intéresse énormément dans la dernière période, là, dans ces derniers jours, c'est quand M. Juncker décide qu'il y aura un plan de relance européen de 300 milliards d'euros. Alors je suis comme M. Renzi en Italie, on va voir si ça existe. Je suis comme Hollande, on va voir si ça existe. Mais c'est extrêmement important que l'Union européenne recommence à avoir des projets d'investissement sur le cadre de l'ensemble des 28 pays de l'Union européenne. Et pas seulement d'austérité. Mais ça, si c'est que de l'austérité, on l'a vu, tout ça va dans le mur, puisqu'effectivement, s'il y a de l'austérité et uniquement de la rigueur, eh bien, écoutez, il y a moins de rentrée d'impôts, il y a moins de rentrée de TVA, il y a moins de rentrée. Et dans ce cadre-là, donc, tout ça se mord la queue. Pierre Dumazeau. Moi, je crois qu'avant d'en appeler à l'Europe, au plan de sauvetage et aux milliards dont les pays sont si friands, je crois que d'abord, c'est certaines propositions très simples qu'il faudrait faire passer en France, notamment vers une évolution des mentalités, de simplifier les démarches pour monter une entreprise, de se dire que oui, vous êtes surdiplômé, c'est pas la peine de partir, la France vous a... Oui, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et hier non plus, c'est ça le problème. Ah oui, non, mais donc, avant de solliciter des plans de relance, avant d'en appeler à la sacro-sainte Europe et de dire, bon, on verra si ça existe, les discours sont bien, etc. Je pense qu'il y a des réformes très simples à faire en France et qui pourraient être très rapidement mises en œuvre. Est-ce que les syndicats, d'après vous... Allez-y, Jean-Luc Benamias. Je vous rappelle juste que le budget européen est de 126 milliards d'euros par an. Et qu'on a même voté, moi j'ai voté contre quand j'étais encore député européen, une baisse des budgets européens. Donc quand j'entends le nouveau président de la Commission dans quelques semaines, M. Juncker, dire enfin on va faire des projets d'investissement sur 300 milliards d'euros sur 3 ans, c'est-à-dire 100 milliards de plus, public-privé, c'est pas uniquement des fonds publics, public-privé, j'applaudis des deux mains, sérieusement, parce que sur les grandes infrastructures ferroviaires, maritimes, fluviales, notamment sur la recherche européenne et tout cela, on a besoin de faire de l'investissement, ne serait-ce que pour être compétitif
compétitif par rapport aux autres continents. Donc je mets pas ça de côté, moi, parce que les masses financières qu'on peut dégager État-nation par État-nation, je m'excuse, globalement, je vois plus très bien où elles sont. Trouvez-vous les syndicats ouverts à l'évolution, à la discussion? On entendait tout à l'heure sur Sud Radio la CFDT qui a dit en réaction au plan du MEDEF, hors de question de remettre en cause les 35 heures, hors de question d'abaisser le niveau du SMIC, hors de question de revenir sur les jours fériés. Est-ce qu'ils défendent simplement nos acquis sociaux ou est-ce qu'ils ferment la porte vraiment à toute évolution? Écoutez, quand j'écoute la CFDT, quand j'écoute l'UNSA, quand j'écoute la CGC, quand j'écoute voire même de forces ouvrières dans les entreprises privées, pas dans le public, mais dans les entreprises privées, je vois des syndicats qui sont prêts à travailler, à discuter. Sérieusement, hein, de toute façon, on ne fera pas de changements structurels extrêmement importants dans le pays contre l'ensemble des formations syndicales du pays. Donc la CFDT, excusez-moi, me semble être un des syndicats les plus prêts à travailler sur des systèmes qu'on va appeler les gagnants-gagnants pour ressembler à l'ex-candidate à la présidentielle. Pierre Dumazeau, vous disiez tout à l'heure que les Français sont prêts aux réformes, notamment par exemple sur les jours fériés ou autres, ou travailler le soir et le dimanche. Moi, j'ai un autre point de vue là-dessus. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Les Français, certes, sont prêts à travailler plus, pas pour travailler plus, ils veulent surtout gagner plus, les Français. Ils n'ont pas forcément envie de travailler le dimanche. Sur le travail du dimanche, si c'est fait sur la base du volontariat, bien évidemment, ça peut être une bonne chose. Et certains Français, je vous l'affirme, ont envie. Enfin, c'est pas un besoin, mais si on se dit j'ai envie de travailler plus pour avoir un autre salaire, si j'ai envie de travailler plus 2 dimanches par mois parce que ça m'aide, parce que ma situation familiale le permet, enfin ou autre, je vois pas pourquoi aujourd'hui les gens se priveraient. C'est pas seulement, enfin vous voyez, c'est aussi une envie qui aujourd'hui ne peut pas être réalisable et réalisée. Mais c'est une envie qui est basée sur le fait que les salaires actuels sont trop faibles. Eh bien oui. Eh bien, oui, mais si une personne a envie, enfin, c'est la liberté, ça devrait être la liberté des personnes d'avoir envie de se dire, si je veux faire des heures supplémentaires ou travailler le dimanche pour augmenter mon salaire, je peux. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Au détriment de la vie de famille. Au détriment de la vie de famille, mais je crains que tout le monde n'ait pas une vie de famille. Si il y a un étudiant qui vit tout seul, on le sait, la vie étudiante, c'est pas facile tous les jours et tous les mois. Donc oui, si un étudiant a envie de travailler, il a besoin de se divertir le dimanche, justement, non? Non mais il a envie un dimanche par mois, mais c'est quoi? On vit pas dans le même pays là. Non mais c'est quoi? Avant de se divertir et d'aller faire du tennis, l'étudiant il doit payer son loyer, il a envie de manger. On est d'accord. Absolument. Mais il me semble quand même, en circulant un peu sur l'ensemble hexagonal, que je trouve un certain nombre de magasins, de restaurants, de bars, de cafés, de lieux touristiques totalement ouverts dans le pays. Enfin, ou alors je rêve. Les choses ne sont pas fermées. Je vois d'autres pays bien plus compliqué que cela, notamment l'Italie à côté, où les choses sont nettement plus fermées, avec des jours fériés d'ailleurs beaucoup plus nombreux. Excusez-moi, il me semble que ce pays quand même avance un peu vers de l'ouverture. Non, tout ne va pas bien, ça se saurait. Mais la difficulté que nous avons par rapport ce que vous venez de dire, c'est vrai, des gens veulent gagner plus, très bien, et c'est normal. Quand on touche notamment, quand on travaille 30 heures par semaine, parce qu'on est à temps partiel, et c'est rarement choisi ce temps partiel. C'est d'ailleurs valable de tout ce que je dis là dans le tertiaire particulièrement, sur tout ce qui est grands magasins et autres. Et à ce niveau-là, excusez-moi, malheureusement, et le phénomène syndical à ce niveau-là n'est pas assez puissant, le phénomène patronal d'aide par rapport à ça n'est pas assez puissant pour que les gens puissent décider eux-mêmes si ils vont travailler le dimanche ou pas. De toute façon, s'ils travaillent le dimanche, ils vont d'autres jours de la semaine ne pas travailler, car on est quand même tous d'accord pour dire qu'on ne travaille pas 7 jours sur 7 quand même. Mais il devrait avoir le choix. Il devrait avoir ce choix-là. Si une personne, j'en reviens à l'exemple de l'étudiant, je trouve que c'est le plus probant. Si cette personne travaille donc à temps partiel, fait ses études à côté et a envie de se dire ce dimanche-là, je travaille parce que j'ai un achat à faire, parce que j'ai envie de voyager ou autre, eh ben il doit le faire. Il devrait pouvoir le faire. En ce que je vois moi, il peut déjà le faire. On va marquer une première pause dans ce 12-14 Info Sud Radio, dans ce match, dans ce face-à-face des éditorialistes avec nous aujourd'hui. Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate. On va en parler tout à l'heure. Il va concrètement être créé à la fin du mois. Et Pierre Dumazeau, journaliste à Valeurs Actuelles. À tout de suite sur Sud Radio. À tout de suite.
Le 12-14 Info Sud Radio. Et c'est le face-à-face des éditorialistes dans le 12-14 Info Sud Radio de ce lundi. Nous sommes en compagnie de Pierre Dumazeau, journaliste à Valeurs Actuelles, et de Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate. Cyril. Alors on va parler maintenant du vote de confiance demain à l'Assemblée nationale. Manuel Valls donnait une interview hier au Journal du Dimanche. Je vous cite un extrait de l'interview de Manuel Valls. Il a dit « Je reste très déterminé, serein et en même temps conscient de la gravité du moment. Je redonnerai du sens. » Et il ajoute je demande à la gauche d'être forte. La question n'est pas de savoir si ça passe, mais de passer avec de la force des marges. Il peut toujours y avoir un accident. Il ne faut pas jouer avec ça. Il peut y avoir un accident demain, Pierre Dumazeau ? Très sincèrement, je pense pas. Après, Manuel Valls a dit ce qu'il avait à dire en jouant un petit peu sur la crainte, sur l'appel à la raison républicaine, en disant il faut voter la confiance. Voilà, c'est un message aux frondeurs pour leur dire bon, maintenant vous avez joué, c'est terminé. Non, la confiance sera votée. Après, le tout c'est de savoir si elle sera votée effectivement, comme il le dit, avec force ou non. Et ça, c'est une autre histoire. Mais qu'il y ait un accident, ça, je ne pense pas. Non. Vraiment pas. Bernard Debré tout à l'heure disait qu'il, par rapport aux écolos, même s'ils font partie des mécontents de la politique de Valls, qu'ils iront de toute façon voter parce qu'ils veulent avoir un poste. Ils vont pas se faire harakiri, les écolos. Vous en pensez quoi ? Comme beaucoup de frondeurs qui finalement finiront par voter la confiance en calculant le ratio de ce qu'ils ont à perdre et de ce qu'ils ont à gagner. Donc c'est vrai que les écologistes, ce serait aussi normal qu'ils votent la confiance et ils le feront, c'est sûr. Jean-Luc Benamias, les frondeurs, ça c'est beaucoup de bruit pour rien finalement ? Je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien, ça c'est clair. Je trouve que c'est assez incroyable d'avoir cherché pendant des années à ce qu'il y ait l'alternance politique. On place un président de la République, François Hollande, on place un Premier ministre, Manuel Valls, qui défendent des politiques qui me semblent être, moi, dans la logique même des politiques européennes dans leur ensemble. Nous ne sommes pas seuls, nous n'avons pas l'État-nation français, malheureusement, ne peut plus décider tout seul. Et donc, dans ce cadre-là, je trouve que les positions des frondeurs, voire de certains écolos, voire même du front de gauche, me semblent absolument irréelles. Sur quelle majorité, même populaire en France, voire plus loin en Europe, veulent-ils s'appuyer ? Je ne vois pas une seule majorité possible. Je regarde les résultats électoraux ici ou là en Europe. Je regarde ceux de Suède notamment ce matin. Je regarde ceux d'Allemagne dans les différentes régions ce matin aussi. Je regarde ce que votent nos concitoyens et en France et en Europe. Je vois que les majorités les plus progressistes, les plus réformatrices qui puissent exister se situent, me semble-t-il, autour du centre-gauche pour aller vite. Et dans ce cadre-là, je trouve que la politique gouvernementale, elle n'est pas encore aboutie, nous sommes d'accord, elle n'est pas allée jusqu'au bout, nous sommes d'accord, et ce qui peut se faire de plus avancé, me semble-t-il, dans le cadre et français et européen, voilà. Et donc, à ce niveau-là, moi, les frondeurs, je trouve que si ils allaient au bout, je suis d'accord avec mon interlocuteur, demain, la majorité ne tombera pas. S'ils allaient jusqu'au bout de leur fronde, ce serait se tirer au fusil mitrailleur plusieurs milliers de balles dans le pied. La compensation pour les petites retraites annoncée par Manuel Valls va calmer les frondeurs demain ? Non, ça va. Moi, je cherche pas à calmer qui que ce soit dans cette affaire. Par contre, je pense aux petites retraites et ça, oui, parce que je l'entends moi quand je discute avec des personnes âgées au-delà, donc qui sont à la retraite et qui se retrouvent à payer des impôts alors qu'ils n'en payaient pas. Oui, là, c'est dur et c'est très dur à vivre. Et à ce niveau-là, il faut mettre ça en route très très vite. Et c'est pour ça qu'on doit faire à la fois de la rigueur budgétaire sur le fonctionnement et non pas de la rigueur budgétaire sur l'investissement. C'est ça que je revenais tout à l'heure. Excusez-moi. Sur l'Europe, il n'y a pas que l'Europe qui peut investir. Je pense qu'on a de quoi investir aussi dans l'État-nation et la République française, on a de quoi relancer de l'investissement. Ça demande de la confiance. Ce week-end, j'ai lu une interview très intéressante de l'économiste Jean-Marc Daniel, interview accordée au Point. Et Jean-Marc Daniel explique que l'erreur de la politique actuelle, c'est de vouloir lutter contre les inégalités. Or, dit-il, il faut lutter contre la pauvreté et soutenir la croissance. Et c'est ça la vraie définition d'une société libérale. Pierre Dumazeau, je voudrais votre avis là-dessus. Oui, enfin sur ce constat, je pense que tout le monde est d'accord, bien évidemment. Après, lutter contre la pauvreté, oui, et c'est vrai que le dossier sur les retraites, par exemple, et les personnes retraitées, c'est quelque chose de très important et qui est très très difficile quand on a travaillé toute une vie et qu'aujourd'hui on se retrouve à payer des impôts et qu'on n'a plus les moyens de vivre même décemment. S'il y a des personnes âgées qui n'ont plus les moyens de vivre décemment, ça c'est très important. Et c'est vrai qu'il
faut lutter contre les inégalités. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu la phrase qu'il avait dite ? Alors il dit: l'erreur de la politique actuelle, c'est de vouloir lutter contre les inégalités. Il faut lutter contre la pauvreté et soutenir la croissance. C'est ça la vraie définition d'une société libérale. Oui, voilà. Quand on reprend de la croissance, ça en revient à de la création d'emplois, à la création de postes, et ça en revient bien évidemment à lutter contre le chômage, et, etc., etc. C'est tout un engrenage qu'il faut remettre en place, c'est sûr. Jean-Luc Benamias. J'aime beaucoup cette espèce de méthode Coué. C'est pas la vôtre, hein, c'est sur il nous faut de la croissance, il nous faut de la croissance, il nous faut de la croissance. Je suis d'accord, hein, il faut de la croissance pour que les économies tournent. Mais je crois que nous devons apprendre dans les pays occidentaux à vivre avec une croissance relativement modérée, une croissance sobre. Je crois qu'il nous faut apprendre à vivre avec une croissance qui tournerait autour de 1%, 1,5%. Et nous savons tous ici, notamment économistes, que à 1%, il n'y a pas beaucoup de création d'emplois. Et donc, nous devons travailler sur la façon de répartir le travail, les activités. Et c'est un élément essentiel de changement structurel de nos sociétés démocratiques, car avec la numérisation, avec les systèmes évidemment de tout ce qui est du numérique, nous allons aller vers d'autant plus d'automatisation. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des changements structurels extrêmement importants dans les 10 ans, 15 ans qui viennent dans la société. Et je crois que la responsabilité des hommes et des femmes politiques de ce pays, comme d'autres pays, est de dire de parler réellement des réalités par rapport à ça, des réalités structurelles, conceptuelles dans lesquelles nous sommes. Et à ce niveau-là, je prends pas tout ce que dit Jacques Attali pour argent comptant, mais je trouve que par rapport à cela, Jacques Attali sort des propositions extrêmement intéressantes. Vous voulez dire que la France vit depuis trop longtemps au-dessus de ses moyens et qu'il faut apprendre à continuer à vivre, mais avec moins de croissance, c'est ça ? Non, je pense qu'elle ne vit pas au-dessus de ses moyens, mais qu'elle ne peut pas vivre avec beaucoup plus de moyens aujourd'hui, et que la preuve est faite, notamment, je vais changer de sujet, excusez-moi, mais que j'entendais Bernard Debré, qui n'a pas tort, nos armées sont en difficulté quand on intervient au Mali, en Centrafrique, intervenir après dans d'autres pays, même si je suis d'accord, devient extrêmement difficile, mais à un moment donné, il faut savoir aussi, par rapport notamment à notre défense et à nos forces armées, savoir où on met l'ensemble des possibilités financières de dépenses par rapport à la défense. Et là, c'est un grand débat sur quels sont les postes prioritaires, quels sont ce que nous devons faire en priorité. Et voilà. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faut que nous apprenions à vivre avec le budget tel que nous l'avons et pas un budget extensible, car il ne l'est pas. Alors Jean-Luc Benamias, vous nous avez tendu la perche, justement. On va parler. Oui, c'est Pierre Dumazot, vous vouliez parler, non ? Ah non, pardon. Non, allez-y. Ça nous amène à parler de l'Irak, évidemment, avec cette conférence internationale qui est organisée aujourd'hui à Paris. 29 chefs d'État et organisations réunis pour cette conférence. On a appris que la France s'était lancée sur le terrain avec les premières missions de reconnaissance. Est-ce que cette conférence, selon vous, est la réponse idéale ? Est-ce qu'elle va porter ses fruits et permettre de lutter et de faire cesser l'État islamique ? Ou est-ce que c'est que du blabla, comme a dit tout à l'heure Bernard Debré ? Moi, je ne crois pas que ce soit que du blabla. Je m'excuse, je me place à la place des Kurdes irakiens, des populations irakiennes. Alors, la différence que j'ai avec Bernard Debré, c'est que je pense que la solution ne viendra pas d'armées terrestres issues d'autres pays. On voit ce que ça donne en Afghanistan, notamment, et on verra ce que ça donne quand les forces armées seront parties d'Afghanistan. Je donne pas 3 jours pour que les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan, à peu près. Passons, je suis pas devin. Mais sur la base, sur ce qui se passe en Irak et au Kurdistan, je pense que, évidemment, l'aide internationale et évidemment l'aide humanitaire, mais aussi l'aide en termes de défense doit aller directement aux forces irakiennes qui dirigent l'Irak aujourd'hui et aux forces kurdes qui dirigent quasiment l'autonomie indépendante du Kurdistan tel qu'on le voit aujourd'hui, et que c'est de là que viendront les possibilités de lutter efficacement contre l'État islamiste, ce qui est absolument indispensable. Mais je ne vois pas de forces terrestres descendre en dehors de quelques spécialistes pour aider ici ou là, mais c'est déjà fait à mon avis, pour aider ici ou là les forces irakiennes démocratiques entre guillemets, et les forces kurdes, là je dis démocratiques, à défendre réellement et à reprendre pied. C'est ce qui s'est passé sur le barrage de Mossoul. Je pense que c'est une des solutions. Mais Bernard Debré dit les risques de frappes aériennes, si on se contente par exemple nous la France de ça, c'est de tuer des civils aussi. Oui, enfin, vous savez, les frappes aériennes ou les frappes au sol par rapport à des bombardements, je pense que malheureusement dans une guerre, c'est tout à fait malheureux et c'est déplorable, ce sont les civils qui en prennent souvent plein la tête. Quel que soit le mode d'utilisation de la défense mise en place. Pierre Dumazot.
Non, alors moi je suis pas du tout d'accord avec Bernard Debré dans le sens où c'est pas que du blabla. Enfin, il y a un signe extrêmement positif, extrêmement fort ce matin. Il y avait plus d'une 30aine de chefs d'État réunis à Paris, en lien bien évidemment avec la coalition américaine décidée il y a quelques jours. C'est un signe extrêmement fort et important. Maintenant, il faut agir, et il faut agir vite, peut-être un peu plus vite que ce qu'on est en train de faire. Et l'envoi des troupes au sol ne me semble pas être une bonne idée, en tout cas pour le moment. De toute façon, il est bien clair. Nous sommes d'accord sur ce point, c'est extrêmement bien. On ne nous dit pas tout et on ne sait pas tout. Non, mais heureusement. De toute façon, heureusement qu'on ne sait pas tout et on ne doit pas tout savoir. C'est sûr. Mais quand Laurent Fabius dit l'objectif n'est pas de faire reculer l'État islamique, mais de le faire cesser, évidemment. Heureusement que c'est l'objectif de faire cesser l'État islamique. Oui, mais est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Excusez-moi, mais si on n'y arrive pas dans les 5-10 ans qui viennent, déjà je trouve que la situation géopolitique mondiale est plus difficile que depuis les 40 dernières années. On a rarement vu une situation aussi difficile. Pas uniquement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique et dans d'autres lieux du monde, dans le nord de l'Europe, évidemment aussi, entre des schémas extrêmement compliqués, diplomatiquement compliqués, de positions continentales compliquées. Si on n'arrive pas à se battre aujourd'hui et à battre de manière fondamentale, pour le dire précisément, l'État islamiste, je nous souhaite l'avenir ne sera pas brillant, je peux vous le dire. Mais vous dites les 5 et 10 ans qui viennent. Beaucoup de spécialistes d'ailleurs disent qu'effectivement, si on s'engage dans cette guerre, ce sera une guerre longue. Est-ce qu'on a les moyens de faire cette guerre longue ? Mais on n'a pas le choix. Parce que l'armée n'arrête pas de dire qu'il n'y a plus de sous. Oui, mais on n'est pas tout seul. C'est une coalition de plus de 40 nations. Donc, d'une part, on n'est pas tout seul. Et je rejoins ce qui a été dit. On n'a plus le choix maintenant. On a été, c'est-à-dire, l'État islamique a défié l'Occident et le reste du monde. On ne peut pas faire autrement que d'agir. Et puis ils ont défié les gens sur place. Trop d'images insupportables, trop de témoignages également. J'ai pas d'autre mot que le mot insupportable sur les persécutions de chrétiens et d'autres minorités également sur place. Trop d'images d'otages décapités qui sont terriblement affreuses. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que d'y aller, de toute façon. C'est le face-à-face des éditorialistes sur Sud Radio dans le 12-14 Info. Avec nous aujourd'hui, Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate, et Pierre Dumazot, journaliste à Valeurs Actuelles. À tout de suite. Le 12-14 Info, Sud Radio, Sophie Cholek, Cyril Brioulet. Et avec nous aujourd'hui, Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate, et Pierre Dumazot, journaliste à Valeurs Actuelles. Jean-Luc Benamias, on vous a connu chez Les Verts, on vous a connu au Modem. Vous créez aujourd'hui votre propre parti, le Front démocrate, qui sera lancé à la fin du mois. Pourquoi créer un parti politique de plus en France ? Je crois que la situation l'explique assez bien. Je pense que ce gouvernement et ce président de la République avaient besoin d'une formation politique qui les soutienne de manière pleine et entière, en toute conscience, en toute lucidité. Voilà. Et donc, comme par ailleurs le Front démocrate qu'on lance le 27 septembre à Paris, à l'Étoile du Nord, c'est un théâtre. Comme axes principaux, donc ce soutien, cette volonté de sortir la République française des crises dans lesquelles elle se trouve, d'être pro-européenne, d'être à la fois, et d'accepter que l'ensemble des personnes qui nous rejoindraient, c'est déjà le cas, soient issues de plusieurs courants politiques. Ça va évidemment de gens issus du Modem jusqu'à des gens qui sont au PS, au PRG, chez les Verts, voire ailleurs. Mais vous vous situez au centre-gauche, c'est ça ? Totalement. Nous nous situons dans le centre-gauche, nous sommes totalement en accord avec l'économie sociale de marché. Nous pensons que, voilà, dans la situation dans laquelle se trouvent un certain nombre de nos pays démocratiques, il faut créer des majorités. Je crois que dans ce pays, il existe en France, en République française, une capacité de majorité politique qu'on cherche beaucoup aujourd'hui, qui serait une majorité politique progressive, modérée, réformiste, voulant avancer dans un sens pour faire avancer les politiques publiques et ne pas être non plus, en faisant avancer les politiques publiques, face à une espèce de lutte intensive par rapport à tout ce qui est entreprise privée. Tout ça me paraît inconséquent. Donc nous sommes des gens positifs, essayant de redonner de l'espérance et de l'espoir à un certain nombre de nos concitoyens qui en ont beaucoup perdu. Jean-Luc Benamias, je voulais votre regard sur la stratégie de communication, on peut appeler ça comme ça, de Nicolas Sarkozy, dont on n'arrête pas d'annoncer le grand retour. Là, ça fait des semaines, voire même plusieurs mois. Fin de semaine. Oui, ça se précise pas mal apparemment, donc c'est dimanche qu'il devrait faire son apparition. Bernard Debré disait... son apparition. Oui,
Excusez-moi. Oh, c'est presque ça. Je ne pouffe pas par rapport à Nicolas Sarkozy, je pouffe par rapport à son apparition, c'est tout. On n'est pas à Lourdes. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est pour ça. Oui, mais c'est presque comme ça, en fait. Ah non, quand même. Non, je crois qu'il a... Bon, attendez, tout le monde le sait. Il y a quand même une belle opération de teasing, on va dire. Hein. Enfin, c'est un peu On crée le suspense. Excusez-moi, la classe politique dans son ensemble, j'en fais partie. Hein, on n'est quand même pas très brillant, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est quand même un peu. Tout ça est un peu long quand même. Ça c'est répétitif. C'est voilà. Bon, que Nicolas Sarkozy revienne, moi je pense que c'est encore un jeune homme. Il a le même âge que moi, donc clairement. Il est très vert. Donc, on est tous nés en 54, on est un certain nombre comme ça. Je donne mon âge, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, il revient. Ça me paraît naturel. Voilà, je suis assez d'accord quand même avec Bernard Debré, mais je m'occupe pas des problèmes intérieurs de l'UMP, grand bien me fasse. Bernard Debré lui donnera pas son soutien à Sarkozy. Il dit il y a trop de casseroles. Il y a trop de casseroles, c'est un mauvais mélange des genres. Pour la présidence de l'UMP, je trouve que c'est un peu, effectivement, un peu petit, mais c'est son affaire. Je crois qu'ils sont rentrés dans une lutte extrêmement, enfin, j'invente rien, entre Monsieur Fillon, la disparition de Monsieur Copé, mais il reviendra. Il y a Monsieur le maire, il y a, enfin, je vais pas tous vous les citer. Il y a évidemment Monsieur Juppé. Ils sont rentrés dans une histoire qui montre bien que la recomposition politique de l'espace républicain français n'est pas terminé, c'est le moins qu'on puisse dire. Pierre Dumazeau, Nicolas Sarkozy de retour sur l'échiquier politique, c'est important ? C'est important, c'est logique, je dirais. C'est naturel que l'ancien chef de l'État revienne, vu l'état de son parti, vu l'état de la situation. Il a tout intérêt à le faire. Après, on ne sait pas sous quelle forme. Peut-être que Nicolas Sarkozy veut abandonner l'étiquette UMP, veut recréer quelque chose avec les centristes, sans les centristes, enfin centristes UDI, j'entends. On ne sait pas. Après, c'est naturel et même logique que Nicolas Sarkozy revienne. Il est jeune, il s'est jamais coupé de l'actualité, il a jamais caché son envie de faire de la politique, de continuer en tout cas à faire de la politique, donc oui, c'est normal qu'il revienne. Après, bonne ou mauvaise nouvelle, ça c'est pas à moi de le dire. Qu'est-ce qu'il va faire d'ici 3 ans ? C'est long 2017 ? C'est long en 2017, mais c'est court quand il s'agit de réunir tout le monde, de refonder un parti, de cesser des luttes internes. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. C'est pas le travail qui manque, hein, j'ai l'impression. Ils ont de jolis combats internes là. Nicolas Sarkozy a énormément de choses à faire, énormément. 3 ans, c'est court finalement. On va parler de la grève d'Air France maintenant. 40% des vols annulés aujourd'hui, 60% demain. Le mouvement des pilotes va prendre de l'ampleur. Votre regard sur ce mouvement, alors d'un côté des pilotes qui défendent peut-être leur statut et opposés à l'évolution de la compagnie. Comment vous le voyez ? Moi, à titre très personnel, je le vois comme une grève de plus et des gens qui, bien évidemment, poussés par les syndicats, refusent tout changement. Après, c'était classique. C'est la direction qui n'a pas réussi à avoir un accord avec les pilotes sur leur filiale low cost. Donc, ce qui devait arriver arriva. Ils ont annoncé la grève la semaine dernière. Elle s'est produite. Bon, aucune surprise. Jean-Luc Benamias ? Je suis très dubitatif par rapport à tous ces mouvements. Clairement, j'ai du mal. Je vois bien que l'espace aérien français, européen, mondial, j'en sais quelque chose, est en pleine évolution depuis de très nombreuses années. Des sociétés locaux s'y sont créées. Je pense que Air France en a déjà, à ma connaissance, 2, 3, 4. Il semblait que Hop, c'était aussi Air France. Mais alors après, quand je prends un billet, on me dit que Hop, c'est pas Air France, mais c'est Air France. Il y a un certain nombre de choses. Je vois une chose quand même. C'est que ce métier, enfin les métiers dans l'espace aérien, c'était des métiers très valorisés et qui sont des métiers qui ressentent une dévalorisation. Et ça, c'est une des choses qui peut expliquer peut-être qu'un certain nombre de gens qui ne sont pas spécialement des grévistes réguliers se disent tiens, là, on est encore en train de me dévaloriser. Il me semble-t-il, c'est à peu près ce que vivent les pilotes, voire les gens qui sont aussi dans les avions, voilà, qui nous accueillent dans les avions, les hôtesses et autres. Ça, en tous les cas, c'est une certitude. Est-ce que ça suffit pour autant à bloquer l'espace aérien de temps en temps, si ce n'est très souvent, quasiment plus qu'à la SNCF? Je suis pas sûr que ce soit très, très utile. Mais en même temps, les revendications des salariés de la compagnie low cost d'Air France sont assez logiques, c'est-à-dire qu'ils travaillent plus que les salariés ou les pilotes d'Air France, mais ils gagnent moins. Donc c'est assez normal qu'au bout d'un moment, ils demandent
une régularisation de tout oui, ça. Mais la dérégularisation généralisée de l'espace aérien mondial et européen est un état malheureusement de fait. Moi, je peux être pour ou contre. Je suis plutôt contre, mais c'est le cas. Et dans ce cadre-là, les sociétés aéroportées françaises sont obligées de se mettre au niveau de. Oui, ils doivent s'aligner et être dans la concurrence. C'est un alignement malheureusement par le bas. C'est ce que j'allais vous dire. C'est tiré par le bas. On est d'accord, malheureusement. Là aussi, excusez-moi de parler de mes votes au Parlement européen, j'y ai été pendant 10 ans, mais vous pouvez regarder tous mes votes parce que ces votes sont publics. Je n'ai jamais voté pour cela. J'ai toujours pensé que, notamment au niveau de la sécurité, il valait mieux avoir quelques valeurs qui sont des valeurs évidemment sociales, mais aussi sécuritaires, qui fassent que on ait les personnels nécessaires et formés dans les différents avions, et notamment la sécurité avant que l'avion décolle. Mais là, on parle de l'aérien, mais c'est valable dans plein de secteurs économiques, ça. Oui, malheureusement, je pense que si vous voulez le fond de mon avis par rapport à ça, je pense que l'espace, cette notion que j'appellerais ultralibérale, mais pas libérale, mais ultralibérale de concurrence absolument partout à n'importe quel prix est quelque chose qui va dans le mur. Pierre Dumazeau, vous aurez le mot de la fin. Il vous reste 1 minute. On ne peut pas faire autre chose que dans le jeu mondial que de s'aligner sur la concurrence. En tout cas, Air France ne peut pas faire autrement. C'est pour ça qu'Air France a des filiales low cost. C'est pour ça qu'il faut également s'adapter. Donc, la grève, peut-être qu'elle est légitime. Je juge pas sur le fond, hein, juste sur la forme. Air France doit s'adapter dans le jeu mondial. Et donc, alors ultralibéral ou pas, là encore, je juge pas. Je dis juste que pour s'aligner sur la concurrence, il faut parfois faire des concessions. Et ça tend à tirer parfois vers le bas, malheureusement. Pierre Dumazeau, journaliste à Valeurs Actuelles. Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate. Vous étiez les éditorialistes du face-à-face du 12-14 Info ce lundi. Merci à vous, Merci beaucoup. Messieurs. Je rappelle, Jean-Luc Benamias, le titre de votre livre, Le nouvel optimisme de la volonté, paru aux éditions François Bourin. Le 12-14 Info, Cyril, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain dès midi.